Bon, on va donc commencer cette dernière conférence, donc qui va clôturer ce séminaire. Et pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir Hélène Lateno. Hélène Lateno, vous êtes ingénieure, spécialiste des transitions écologiques et sociales. Vous accompagnez les entreprises dans la prospective stratégique, le design de nouveaux modèles économiques performants pour une accélération de la transition. Votre parcours et la diversité de vos expériences ont forgé votre détermination et votre clairvoyance sur la nécessité de faire évoluer nos modèles actuels. Aujourd'hui, vous vous mettez à notre place pour nous éclairer sur les choix qui s'offriront à nous une fois notre diplôme en main. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous tenons tout particulièrement à vous remercier car c'est la deuxième fois que vous participez à ce projet. Nous vous proposons donc de commencer par votre présentation et dans un deuxième temps de laisser place aux questions de l'audience. Et comme lors des autres conférences, nous invitons tous les auditeurs à poser des questions directement dans le Q&A Zoom. Et on invitera les étudiants dont les questions ont recueilli le plus de votes à prendre la parole en allumant leur micro. Merci et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci à tous. Je mesure l'effort qu'est le vôtre de participer à ces grosses journées en webinaire et la fatigue de fin de journée. Donc, je vais essayer de faire à la fois court, bref, clair et tonique pour vous maintenir tous bien réveillés à cette heure tardive. Donc, le sujet de ma présentation ce soir, ça va être d'essayer à travers une histoire vécue, racontée, c'est-à-dire la mienne, de vous éclairer un peu sur nos petites histoires personnelles et individuelles dans la grande histoire. En quoi vous, demain, en tant qu'ingénieur, dans la vie active, dans la vie professionnelle, vous serez aussi une petite histoire et en quoi cette petite histoire va ensemble et collectivement forger la grande histoire. Donc, en tant qu'ingénieur, demain, dans une économie en pleine mutation, qu'est-ce que vous allez faire? Dans quel type d'entreprise? Pourquoi et comment? Et avec qui? Ça va donc m'amener aussi à vous parler du système, à vous parler des différents modèles d'entreprise, des différences qu'on peut trouver entre elles et de vous aider, si possible, à trouver le juste alignement entre qui vous êtes, votre cerveau, votre cœur et ce que vous faites. Donc, c'est mon objectif et mon ambition pour cette séance qui va être courte, mais néanmoins pour vous donner des clés d'expérience d'une part et des clés de questionnement d'autre part. Alors, cette économie en pleine mutation, je pense que les 2 dernières journées de séminaire vous ont permis de mesurer à quel point elle est en mutation rapide et à quel point c'est une économie qui va être différente de celle que vous avez connue depuis votre naissance, puisqu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère de la rareté. Donc, la transition écologique n'est pas en réalité toujours un choix ou un choix conscient, même si on peut en avoir envie ou la trouver désirable. Elle va de fait s'imposer à nous. Et donc, entre guillemets, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, n'est même plus la question, c'est quels sont les métiers qu'on va pouvoir faire demain dans cette économie à l'ère de la rareté. Ça impose du coup de revoir complètement le socle de compétences, les attitudes et la fonction de l'ingénieur dans la société. Alors, sans plus tarder, du coup, je vais essayer de vous raconter une petite histoire dans la grande histoire. Alors, ma petite histoire, en tout cas pour ce soir, commence en 2001 à la sortie de l'école des ponts et chaussées. Donc, j'étais diplômée de l'école des ponts et pas de l'école des mines. Néanmoins, ça y ressemble beaucoup. Et je me suis demandé, comme beaucoup d'entre vous, qu'est-ce que j'allais faire ensuite et à quelle entreprise j'allais m'atteler. À quelle entreprise au sens courant qui est qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la vie. Donc, pendant ma période d'étudiante, j'ai essayé de faire tout sauf des cours d'ingénieur. Donc, j'ai suivi des cours d'économie et de finance, des cours d'environnement, des cours de sociologie, des cours de chinois, parce que les sciences dures de l'ingénieur, finalement, me fatiguaient. Et je ne me voyais pas passer ma carrière entière à faire des calculs techniques. Et donc, j'ai exploré différents environnements sur la haute qualité environnementale du bâtiment, sur la QHSE, sur les métiers de l'eau chez Veolia. Et je n'ai vraiment pas trouvé chaussure à mon pied. Et donc, j'en ai développé un premier sentiment diffus que j'avais du mal à argumenter à l'époque. Un sentiment, une intuition, c'était que le monde et notamment l'entreprise marchaient complètement sur la tête. Donc, en tout cas, ces expériences professionnelles n'étaient pas celles que j'avais envie de répéter pendant les 20 ou les 40 ans qui suivent. J'avais donc envie de m'évader, d'aller explorer, d'aller chercher, trouver du sens, essayer de trouver ma place, pouvoir agir, pouvoir contribuer, pouvoir fabriquer l'économie de demain. J'étais animée d'une belle motivation. Et cette motivation, elle était assise sur un sentiment d'absurdité et aussi parfois même de colère face à un certain nombre de choses qu'on peut trouver aberrantes. Donc, j'étais un peu mue déjà par ces 2 sentiments assez profondément, même si je n'avais pas encore trouvé une façon de mettre des mots dessus. Et donc, pour m'évader, pour aller explorer autre chose que le poste qu'on me proposait à la sortie des ponts, qui était du financement de projets et de centrales à charbon au Crédit Lyonnais, qui était un poste bien payé, mais que je voulais absolument pas aller faire derrière un écran dans une tour à la Défense, en fait, je suis partie en Chine, puisque j'avais fait du chinois mandarin au pont, avec une bourse là-bas pour faire un 3e cycle sur une fac. Donc, je suis arrivée à Shanghai en 2001
après mes études, sur un campus dans un premier temps et ensuite dans une entreprise, parce que là-bas, j'ai rencontré une patronne française et son entreprise, c'était une entreprise de data marketing. Donc, le métier, c'était d'acheter de la donnée, donc de la donnée de consommateurs particuliers, des informations sur les montants de leurs factures téléphoniques et leur pouvoir d'achat pour pouvoir vendre à ces Chinois et ces Chinoises des rouges à lèvres L'Oréal, des ordinateurs Dell et des voitures américaines. Donc, j'étais dans un métier à la fois de statistique, de mâcheur de données et de marketing pur et dur. Autant vous dire que ça correspond effectivement pas du tout à qui je suis au plus profondément de moi, mais c'était une expérience formatrice. Et au bout de 2 ans à Shanghai, j'ai sauté dans un avion et je suis revenue en me disant « Je veux faire un vrai métier d'ingénieur. Heureusement que je n'avais pas fait une école de commerce, je ne veux pas faire de marketing. » Bon. Donc, je suis revenue en Europe, j'ai cherché un métier dans les énergies vertes et renouvelables parce que j'y croyais. Je me disais, en tant qu'ingénieur, je dois pouvoir faire quelque chose pour les énergies vertes. Sauf que ce secteur-là était très peu développé au tournant des années 2000, beaucoup moins que maintenant. Et j'ai mis des CV partout et je ne trouvais pas de poste. Et ceux qui m'ont proposé un job, c'est Shell, parce que Shell avait une division solaire à l'époque. Mais ils m'ont dit, attention Hélène, on ne peut pas te prendre dans la division solaire, on veut bien t'embaucher, mais en raffinerie. Et j'ai dit, c'est parti pour la raffinerie. Et donc, je me suis retrouvée ingénieure procédé dans les unités de bitume dans la raffinerie de Petit-Couronne en Normandie pendant 3 ans. Alors, au cœur du pétrole, au moins, je peux dire que j'ai vu de l'intérieur l'industrie pétrolière et notamment la partie raffinage. Ce que j'y ai vu, c'est des choses que je peux vous raconter en quelques clés de lecture, c'est des petits et des grands mensonges. Alors, des mensonges sur les accidents du travail, déguisés en vacances prises par les collaborateurs qui avaient été intoxiqués parce qu'ils ont respiré, des mensonges sur les émissions de CO2 de la raffinerie en trafiquant les capteurs des cheminées pour être sûr de ne pas avoir à payer de quotas CO2, des mensonges sur les statistiques de maladies professionnelles qui font que les ouvriers qui partent à la retraite sont malades, ont un cancer et crèvent dans les 2 années qui suivent. Et puis, un contexte de misère sociale fait d'alcoolisme et de drogue dans la raffinerie. Donc ça, c'était la photo. Et la fin de l'histoire, c'est que cette raffinerie a fermé. Alors, vous êtes peut-être un poil trop jeune pour avoir vu ces actualités-là, mais au tournant des années 2005-2006, Shell a voulu se débarrasser de cette raffinerie vieillissante et l'a refilé à un fonds d'investissement suisse vautour qui s'appelle Petroplus, qui a tout fait pour mettre la clé sous la porte en faisant faillite, ce qui fait que la dépollution du site a finalement été payée par l'État. Donc, les pétroliers se sont débarrassés à bon compte d'une vieille raffinerie pourrie qui a fait des fuites de pétrole partout pendant des années. Donc, j'ai essayé de sortir de cette industrie pétrolière en me disant l'ingénierie pure et dure sur le terrain, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Je vais retourner dans un bureau et je vais essayer les métiers du chiffre en me disant que même en tant qu'ingénieur, comprendre les rouages de la finance, si on veut travailler dans une entreprise, c'est nécessaire. Alors, je me suis auto-formée à la finance d'entreprise et à ce qu'on appelle la corporate finance en lisant des bouquins d'HEC. Et je suis partie m'égarer dans une société de conseil en conseil financier auprès des acteurs bancaires. Là, donc j'ai fini par me retrouver à la Défense, dans une tour à la Défense chez Dexia, juste avant la crise bancaire de 2007-2008. J'ai fait des modèles de, on va dire, mutation de la comptabilité de Dexia, des normes françaises aux normes IFRS internationales. J'ai trifouillé les systèmes informatiques bancaires pour, comment dire, transformer la donnée sous d'autres formats. Donc, j'ai fait quelque part un boulot d'ingénieur, mais dans les métiers de la finance, juste avant que la faillite de certains acteurs américains fasse plonger certaines banques françaises par l'émission de titres obligataires sur les marchés américains, ce qu'on a appelé les produits toxiques, et que Dexia et certaines autres banques soient en semi-faillite accompagnées par les États. Donc, j'ai découvert les métiers de la banque. Pour ceux que ça intéresserait d'aller travailler dans la banque ne consiste pas à octroyer des crédits à des entreprises qui veulent se développer, mais surtout à ne prendre aucun risque ou si on en prend, à les transférer le plus vite possible. Donc, j'ai bien compris la logique de cette industrie qui est, surtout, on ne prête qu'aux riches. Et en fait, c'est assez frappant de voir le parallèle qu'on peut faire entre ce qu'on appelle donc ces actifs pourris, ces actifs toxiques d'un point de vue financier, et ce qu'on a appelé plus tard les actifs climat pourris. En gros, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises qui ont des activités très émissives sont considérées par les acteurs financiers comme ce qu'on appelle des brown assets, c'est-à-dire des actifs financiers très émissifs, très sales, très carbonés. Et comment on s'en débarrasse, c'est une vraie question. Pour la place financière, donc si vous allez bosser dans la finance, comment on se débarrasse des actifs pourris va devenir une question de plus en plus forte au fur et à mesure que l'économie se dégrade, que la crise économique post-Covid s'approfondit et que les changements et la crise écologique font qu'un pan entier de l'économie ne va plus tenir debout. Alors, c'était vraiment intéressant de bien comprendre finalement les métiers de la banque et de la finance de l'intérieur et ça me sert encore aujourd'hui dans ce que je fais, donc je ne regrette pas cette expérience. Néanmoins, j'ai vu de près en fait
la vacuité de ce qui était fait dans la banque et dans notamment toute la partie émission de titres sur les marchés. Après, toujours animée de cette idée que peut-être qu'il y avait une intersection positive à trouver entre une sensibilité verte, la finance et l'économie, je suis arrivée par hasard dans un cabinet de conseil bien connu, de vous tous sans doute maintenant, qui s'appelle Carbone 4, cabinet de conseil fondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, dans lequel j'ai fait 6 ans de conseil stratégique auprès des entreprises que vous voyez sur ces logos. Bon. Donc, j'ai bossé pour la moitié du CAC 40 pour faire des missions pour les alerter sur les enjeux de transition énergétique et changement climatique et pour les aider à mettre en place une stratégie de décarbonation de leurs activités. La conclusion, paf, c'est que les émissions de gaz à effet de serre de ces grandes entreprises continuent à monter. Donc, je ne suis pas en train de dire que Carbone 4 fait mal son travail et que Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean sont nuls. Je suis en train de dire que structurellement, ces entreprises du CAC 40 ont un cœur de métier émissif et une gouvernance d'entreprise cotée qui fait que tout est là pour qu'ils ne fassent pas un virage vert ou qu'ils ne le fassent pas rapidement ou pas suffisamment vite par rapport aux enjeux. On peut utiliser tous les arguments qu'on veut, les arguments rationnels, les arguments de retour sur investissement, etc. Ça ne porte pas. J'en ai profité pour vous mettre aussi une photo des grands patrons français qui font rayonner la France en vous posant à vous cette question. Qui pense que ces 50 grands patrons font rayonner la France et sont porteurs d'un modèle de développement soutenable pour l'avenir? Alors, ceux qui votent oui, lèvent la main. J'attends. Est-ce qu'il y a beaucoup de mains levées? Est-ce qu'il y a beaucoup de oui? Est-ce que ceux qui pensent que ces grands patrons ne font pas rayonner la France lèvent la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait compter les mains sur Zoom? Parce que moi, je ne sais pas faire. Il y avait 2 mains levées au début et là, on est à 40 mains levées. Bon, alors ça donne une idée de votre perception, qui est une perception relative, qui est, est-ce que c'est le modèle de patron que vous aimeriez être demain, par exemple, ou est-ce que c'est le type d'entreprise où vous avez envie d'aller bosser, par exemple? Ça m'a posé la question de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour dire qu'un tel ou bidule sur cette photo est une mauvaise personne en soi. Certaines de ces personnes sont des gens charmants, des pères de famille, des gens polis, etc. Pas tous d'ailleurs, mais certains sont des gens absolument adorables. La question que je pose, c'est celle des structures héritées. Quand ils sont arrivés à la tête de ces entreprises, ils héritent d'une structure qui a été créée par d'autres à une autre époque, dans un cœur de métier qui n'est pas écologique et avec une forme de gouvernance qui est obsolète. C'est ce que d'autres appellent les structures de péché hérité. C'est un mot assez fort, mais qui dit assez bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce sont des structures viciées et que quoi qu'on fasse, quelle que soit la façon dont on les tourne, on arrive toujours au même résultat. Et donc, il y a besoin de réinventer des nouveaux acteurs d'une économie durable par leur cœur de métier, par leur gouvernance et par plein d'autres choses qu'on va discuter ensuite. Alors, je continue mon parcours. Dans cette petite histoire, donc après 6 ans de conseil en transition auprès de ces grandes entreprises, je me suis dit, ça n'est pas l'économie conventionnelle qui va être l'acteur premier de la transition écologique. Et si j'allais voir dans ce qu'on appelle l'économie sociale, ESS, économie sociale et solidaire. Je me suis donc aventurée pendant les 4 années suivantes dans l'économie sociale et solidaire. Avant de vous raconter cette tentative de permutation personnelle, j'ai mis beaucoup de temps, parce que c'était aussi une autre époque, mais j'ai quand même mis 10 ans au moins, à me forger une conviction qui est que je m'étais attelée pas à la bonne entreprise. Je vous mets un petit dessin humoristique. On rêvait de changer le monde, on a réussi à le réchauffer, c'est déjà pas mal. Bon. Et ben, c'est exactement ce que je me suis dit, c'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, on est plein de belles ambitions, on a envie de faire des belles choses et en fait, on ne fait que poursuivre le chemin dans le capitalisme extractif. On a au mieux un sentiment d'impuissance face à ces gros mammouths. On peut avoir un sentiment d'absurdité, de révolte, d'étouffement. Moi, je vous ai mis une petite phrase, c'est « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je me suis souvent dit ça, je me suis dit « peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ». Le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils le savent. Mais alors, s'ils le savent, c'est pire encore, c'est qu'on est en plein dans une faillite morale des élites. Vous, moi, eux. On sait qu'on est en train de faire n'importe quoi et on continue. Et en fait, au bout de ces 10 premières années de vie professionnelle, j'en avais vraiment assez, soit de m'aveugler, soit de glisser sur la pente de la facilité ou de la pente du conformisme, qui était la pente de la servitude volontaire. Alors, Sénèque dit « Certains se consument dans la servitude volontaire auprès d'illustres ingrats ». J'aime beaucoup cette phrase parce qu'en tant que bon petit soldat issu d'école d'ingénieur, on a tendance à dire si on fait bien notre boulot et qu'on grimpe les échelles, on va pouvoir faire quelque chose. Et en fait, parfois, on sert des intérêts ou des personnes qui ne poursuivent absolument pas quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin à l'intérêt général.
Donc, cette conviction, en fait, que j'évoquais au début, au départ, j'avais un sentiment flou que ça marchait sur la tête et je me suis forgé une conviction par la pratique et par l'observation que réellement, on marchait sur la tête et que cette économie n'était absolument pas viable. Et puis surtout, j'ai essayé de commencer à dessiner la ligne de partage entre ce qui c'est un business with purpose, c'est-à-dire une entreprise qui se met une jolie raison d'être sur la tête, reconnecter les personnes avec la nature, apporter la santé au monde, que sais-je encore. Je vous en donne une que vous connaissez peut-être, One People, One Health, Danone. Bon, bref. Donc, on se met des jolis mots-clés sur la tête, mais en réalité, on a un modèle qui intrinsèquement est destructif des ressources naturelles et du capital humain. Et donc, j'ai essayé de différencier ce qui est du business with purpose, du business for purpose, qui est une activité économique qui a une réelle mission, et si possible, une mission d'intérêt général qui a des impacts sociaux et écologiques positifs. Et donc, je suis partie pendant les 10 années suivantes à la quête du Graal. Quels sont les leviers les plus puissants pour forger une économie différente et passer à une dimension supérieure? Bon, si cette économie reste confinée à 50 personnes, ça n'a absolument aucun intérêt. Comment on développe des systèmes qui sont plus viables, plus durables, adaptés à notre époque? Alors, dans cette exploration un peu difficile, parce que quand on a déjà passé 10 ans dans des tours à la Défense ou à Shanghai, dans le pétrole et dans la finance, on a besoin de se reconnecter à quelque chose d'un peu plus vrai. Et finalement, j'ai essayé de me reconnecter à certaines choses de mon enfance. Et vous en êtes moins loin que moi, mais bon, à la trentaine, je me suis dit, qu'est-ce qui est cher à mon cœur, en fait? Ce qui est cher à mon cœur, c'est que quand j'étais petite, en Bretagne, le soir, l'été, on pouvait voir des vers luisants. C'était magique. C'était absolument magique. Et cette magie du vivant, je l'ai vue, je l'ai perçue, je l'ai ressentie. Et je me suis dit, maintenant, je ne vois plus un seul ver luisant. Je ne vois plus jamais une sauterelle qui saute. Je vois à peine des papillons. Je n'entends pas les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Bon, donc, c'est la photo de gauche avec le sol desséché et les arbres crevés. Je me suis dit, quand même, cette magie du vivant, elle est belle. Qu'est-ce que je pourrais faire pour y contribuer positivement? Moi, je n'ai pas envie d'être du côté noir. Je n'ai pas envie d'être ceux qui fabriquent les déserts de demain. Comment on peut aller puiser à l'intérieur de soi ce qui nous anime vraiment, ce qui est beau, ce qui est magique, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, pour forger un futur désirable. Alors, vous connaissez sans doute cette phrase qui est « les déserts extérieurs se multiplient parce que nos déserts intérieurs sont devenus très vastes ». C'est exactement ce que je pense, c'est qu'à force de ne plus avoir une vie personnelle intérieure riche et d'être concentré sur la productivité, l'efficacité, etc., en fait, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses. Donc, prendre le temps de savoir qui on est et ce qu'on veut faire vraiment et d'essayer de trouver la route ou la moins mauvaise route pour essayer de pédaler par là, ça m'a occupé un petit moment. Et je suis allée me former en 2012 à la ferme du Bec et Loing. Alors, la ferme du Bec et Loing, c'est une ferme d'originaux, Charles et Perrine Hervé-Gruyer sur cette photo, qui sont les pionniers de la permaculture appliquée en France au maraîchage agroécologique. Donc, je suis allée faire la première partie du cycle qualifiant en permaculture. Je suis allée ramasser des limaces sur des salades. Je suis allée faire des choses très concrètes, les mains dans la terre, pour, me reconnecter avec les systèmes vivants et comprendre quelque chose à la biodiversité. Deux, bien faire la part des choses entre la science, et notamment l'agronomie, par exemple, ou l'écologie et la biologie, et la technologie, et pour avoir en toute situation les pieds sur terre sur des systèmes durables. Ça a été aussi quelque part l'occasion de réfléchir à faut-il plus ou moins de technologie pour demain? Est-ce que la technologie est la solution à tous nos problèmes, y compris les problèmes actuels? Je me suis plongée dans des lectures comme celle-là que je vous recommande chaudement, qui est la lecture de Jacques Ellul. Jacques Ellul est un philosophe des années 70 et suivantes qui a largement documenté l'excès de technologie dans nos sociétés et le fait que la technologie pilote la transformation du monde. Et ça n'est plus l'humain seul ou ensemble qui a la maîtrise sur les choix de technologie qu'il va mettre en œuvre. Alors, vous parliez tout à l'heure de la 5G, où j'ai vu passer quelques trucs là-dessus. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait en citer plein d'autres sur le fait que la vitesse d'irruption de la technologie dans nos vies est telle qu'on n'a pas le temps de faire des choix conscients sur ses impacts positifs ou négatifs. Et à chaque fois, on fait les pires choix. Donc, Ellul a documenté comment on a fait les pires choix sur un certain nombre d'usages des technologies. Alors, il n'a pas dit zéro technologie, il a dit technologie lentement, prudemment. Il a dit plutôt low-tech que high-tech. Il a dit plein de choses très intéressantes. Et on a tendance à l'oublier quand on regarde aujourd'hui où vont les milliards d'euros d'investissement financier en général. Ça va dans la high-tech, la deep-tech, la gen-tech, là, ce que vous voulez. Bon. Et ça ne va pas dans la restauration du vivant, alors que la maison commune est quelque chose de fondamental pour notre économie. Donc, avec toutes ces réflexions en tête, je me suis donc attelée au croisement entre l'économie sociale, qui est une forme particulière d'économie que je vais décrire, et la transition agricole et agroécologique, en faisant en sorte que l'association Ferme d'Avenir, qui a été fondée par Maxime de Rostolan, puisse se développer.
Donc, Maxime de Rostolan, c'est aussi un ingénieur d'Évian. Vous devez savoir à peu près qui c'est. Voilà, il a fait une école en ingénieur de l'environnement. Il a fait plein de choses et donc il a 15 idées à la minute. Et donc, un de mes rôles, c'était de faire en sorte que ces idées puissent essaimer. Alors, Ferme d'Avenir, du coup, l'association Ferme d'Avenir est rentrée dans le groupe SOS, qui est le premier acteur de l'économie sociale et solidaire en France, avec 20 000 collaborateurs et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est un mammouth de l'économie solidaire qui était concentré sur les métiers du social, maisons de retraite, crèches, garderies, accueil de migrants, etc. Je suis arrivée au moment où le groupe se posait la question de créer un secteur d'activité dédié à la transition écologique, c'est-à-dire comment on pouvait articuler impact social positif, modèle de l'économie sociale et transition écologique. Donc, c'est ça qu'on a fait pendant 4 ans avec Maxime et avec d'autres. On a structuré un secteur d'activité dédié à la transition écologique. Ça, c'est la partie fantastique de l'aventure. Ce secteur, aujourd'hui, il existe. Il fait 300 personnes. Il tourne plutôt bien. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Ce dont je veux vous parler, c'est que, du coup, mon travail, pour vous dire un peu dans mon parcours professionnel ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de plaidoyer pour l'agroécologie. J'ai fait du plaidoyer politique à l'Assemblée nationale. C'est une vidéo d'une intervention en commission développement durable. J'en ai fait à la commission des affaires économiques auprès des députés. J'ai été ouvrir des portes dans les ministères, faire des rendez-vous dans les cabinets. J'ai promené Emmanuel Macron dans une ferme quand il était en campagne. Enfin, bref, j'ai traîné du politique partout pour leur parler d'agroécologie et de capital naturel, pour leur parler d'une économie qui prend soin. Et je me suis retrouvée dans la fosse au lion politique. Alors, vous connaissez David contre Goliath, il essaye de tirer entre les deux yeux, là. Bon. Donc, quand on a la foi, ça marche, mais ça marche franchement une fois sur 100. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le militantisme, la version « je suis convaincu et je vais convaincre les autres » se heurte à des lobbies, se heurte à des systèmes en place, se heurte à des rationalités politiques qui ne sont pas des rationalités fondées sur l'intérêt général et se heurte à des lieux concentrés de pouvoir. Et donc, je peux vous faire un portrait court, mais simple, de l'autorité ou de la crise de l'autorité dans laquelle on se trouve actuellement. C'est que si vous lisez un historien qui s'appelle Mundell, Mundell explique très bien que l'autorité est légitime en échange de protection. On accepte l'autorité du papa ou de la maman parce qu'il nous protège. On accepte l'autorité du patron dans une boîte parce qu'il nous verse un salaire. On accepte l'autorité du chef d'État parce qu'il nous protège contre le Covid ou que sais-je encore. Bon. Quand l'autorité devient incapable de protéger, elle n'est plus légitime. Et donc, on est aujourd'hui en pleine crise de l'autorité, c'est-à-dire que l'autorité ne nous protège pas contre le changement climatique et ses conséquences, ne nous protège pas contre l'effondrement de la biodiversité, elle est devenue totalement illégitime. Et en plus, on est dans un régime politique qu'on appelle la plutocratie, c'est-à-dire qu'il est financé par des intérêts financiers concentrés. Bon, donc quand on analyse le système politique, on se dit qu'on perd son temps à mener une bataille frontale, en tout cas, David contre Goliath, dans le système. Et puis, on arrive à se dire que cet univers-là rend malade, qu'il y a peut-être mieux à faire et que aller dans les lieux de pouvoir concentrés, c'est dans des lieux où il y a aussi également beaucoup de jeux de pouvoir, beaucoup de domination, beaucoup de force brute. Et que ce n'est pas forcément comme ça qu'on va créer des belles entreprises et des belles activités pour demain et que peut-être faire les choses à petite échelle ou à plus petite échelle, là où on se trouve, c'est déjà pas mal. Alors, je vous ai mis une photo de Paul Charland et de son associé qui sont cofondateurs d'une start-up qui marche super bien, qui s'appelle À l'Ancienne. À l'Ancienne, c'est des légumes cueillis le matin, livrés le soir en Île-de-France. C'est des gars qui ont un super parcours, qui se sont dit, on va mettre notre cerveau à créer cette start-up, et ils le font très bien, et ils font la démonstration que ça marche. Donc, il est possible, quand on veut, heureusement, encore créer des business qui fonctionnent et qui ont un impact, on va dire, humain et écologique positif. Donc, j'en arrive à 2020. En 2020, là, au moment où on se parle, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Est-ce que je suis en train de me laisser glisser vers ce qu'on appelle des dystopies? Alors, dystopie, c'est le contraire de l'utopie. L'utopie, c'est sympa, ça fait rêver. La dystopie, c'est le film d'horreur, c'est le film de politique-fiction ou de science-fiction dans son horreur. Je vous en ai mis 2. Je vous ai mis Soleil vert, film de science-fiction des années 70 que je vous recommande chaudement. Et je vous ai mis Black Mirror, plutôt sur l'enfer numérique. Bon. Donc aujourd'hui, on est à la conjonction de ces 2 dystopies, qui est un effondrement écologique et un totalitarisme par pénurie de ressources, plus un enfer numérique. Alors, soit on se dit, on se laisse glisser là-dedans et on va essayer de survivre tant bien que mal dans cette horreur, soit on essaye d'outiller une utopie réaliste. Alors, je vais mettre des gros mots volontairement qui n'ont pas l'air techniques comme ça, qui est de dire on n'arrivera à rien si on ne se parle pas de cœur à cœur, c'est-à-dire si on ne mobilise pas l'intelligence du cœur des personnes, et pas seulement leur cerveau, et pas seulement des solutions techniques. Cette intelligence du cœur en entreprise, elle se décline dans plein de choses. Ne pas compter que des euros, mais compter la valeur autrement, c'est l'histoire de la comptabilité en triple capital, donc cher à Jacques Richard et à d'autres. Transformer la gouvernance des entreprises,
innover autrement et dans les limites planétaires, pas innover ou pour faire n'importe quoi ou un gadget de plus. Donner du pouvoir d'agir à chacun à son échelle, c'est le principe de subsidiarité, ça vaut dans le monde politique comme en entreprise, et rechercher autant que possible un alignement personnel entre ce qu'on est, ses valeurs et ce qu'on fait. Alors, cette route de l'utopie réaliste est pour éviter un suicide collectif donc cette phrase n'est pas de moi, c'est un dirigeant d'Exxon, pétrolier, qui dit « Le socialisme s'est effondré parce qu'il n'a pas laissé le marché dire la vérité économique, le capitalisme peut s'effondrer parce qu'il ne permet pas au marché de dire la vérité écologique. » Donc, on est précisément sur cette ligne de crête un peu maigre où le capitalisme est en plein reset grâce ou à cause du Covid et on ne sait pas trop ce qui va en sortir pour l'instant. On voit des graines qui fleurissent, des graines sympathiques, des graines moins sympathiques, de capitalisme écologique, ce qui va supposer d'abandonner un certain nombre de structures héritées que j'évoquais tout à l'heure. Donc, certains d'entre vous ont sans doute déjà envie d'aller explorer autre chose, ça tombe bien. À d'autres, j'ai envie de dire, faites attention à ne pas monter sur le Titanic en ce moment. Je ne vous apprends rien en disant que les vagues de suppression d'emplois, y compris de cadres, n'en sont qu'au début. Donc, abandonner certaines structures héritées pour aller investir et forger massivement des activités qui régénèrent le capital naturel. S'intéresser, et ça, ce n'est pas une science d'ingénieur au départ, à de la gouvernance for purpose assez créative, mais vous avez la chance aux mines d'avoir une chaire dédiée à la gouvernance d'entreprise avec Blanche Segrestin et Kevin, qui travaillent sur ces sujets de la mutation de la gouvernance des entreprises. Alors, c'est un gros mot gouvernance, mais c'est qui sont les actionnaires de la boîte, qui détient le capital, qui détient les droits de vote, quels sont les processus sur les décisions clés, quel est le cap stratégique qui est donné à l'entreprise notamment. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des exemples de capitalisme for purpose. En Allemagne, il y a deux personnes, Armin Steuernagel sur cette photo et Christian Kroll, le fondateur d'Ecosia, qui sont deux avocats en Allemagne de ce qu'on appelle le steward ownership, quand les actionnaires qui détiennent une entreprise lui donnent une mission ou en tout cas permettent à l'entreprise d'exécuter sa mission. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres. Alors, il y a Lilo aussi, il y en a d'autres. Mais bon, Ecosia fait partie des modèles économiques intéressants d'un modèle économique où une large partie des recettes sert à planter des arbres effectivement et où les actionnaires, et notamment Purpose Foundation, sont là pour maintenir la mission et le cap de l'entreprise. Si ça vous intéresse, il y a un reportage sur Arte qui est encore en replay de 30 minutes sur ces deux personnes, entre autres, sur l'évolution du capitalisme en Allemagne. Alors, en résumé sur cette petite histoire dans la grande histoire, en 20 ans, j'ai fait plus de 8 boulots. Je vous ai expliqué que pendant la première phase, j'ai essayé de découvrir et comprendre ce qui m'arrive. Dans la deuxième phase, j'ai essayé d'agir et je me suis tapé les murs dans le CAC 40, je me suis tapé les murs dans l'économie sociale. J'ai quand même fait des trucs, mais ce n'était pas toujours confortable. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis directrice d'un fonds de dotation actionnaire, Jean-Noël Torel Foundation, en haut à gauche du dessin bleu. C'est une espèce de fondation qui détient 98% du capital des entreprises Naos. Naos, plus couramment, c'est Bioderma. C'est des crèmes pour la peau qu'on peut trouver en pharmacie. C'est ce qu'on appelle de la dermocosmétique. Cette entreprise est originale dans sa gouvernance parce que son capital est détenu par une fondation et non pas par des actionnaires boursiers. Ce qui donne une certaine marge de manœuvre à une transformation plus profonde du cœur de métier et des pratiques de l'entreprise. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis qu'on voit émerger un certain nombre de modèles de type fondation actionnaire où on s'éloigne d'un certain nombre d'écueils du capitalisme boursier. Donc, mon métier aujourd'hui, si je devais le résumer, c'était être capable d'analyser des systèmes complexes, être capable de les raconter et être capable de les faire bouger de l'intérieur. Vous allez dire, ce n'est pas très technique, mais dans le même temps, au bout de 20 ans de boulot, j'avais de toute façon plus du tout envie de faire un boulot d'ingénieur technique. Et je suis très contente de pouvoir utiliser finalement certaines capacités d'ingénieur, notamment la complexité de pensée, pour comprendre les systèmes économiques. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui. Alors, du coup, je suis aussi à l'œuvre pour monter un truc qui s'appelle l'Université de l'intelligence du cœur, qui vise à proposer des parcours d'éducation pour des dirigeants d'entreprises en poste, de, on va dire, 40 ans et plus, pour les outiller avec l'intelligence du cœur, qui est l'intelligence émotionnelle, l'intuition et le courage. Le courage de passer aux actes, notamment pour transformer leur boîte. Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas les idées, ce n'est pas que le fait qu'on soit d'accord sur le constat, c'est de leur donner des clés et des outils pour qu'ils puissent agir et transformer leur entreprise à plein de points de vue, et notamment dans un schéma de transition écologique. Alors, cette université est en train de germer, vous pouvez la découvrir. Il y a une chaîne YouTube avec des vidéos à thème et il y a un site web, mais c'est notamment sur la chaîne YouTube qu'il y a le plus de choses à date. Alors, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais passer à mon chapitre 2 de la présentation, qui est vous éclairer sur la mutation de l'économie à l'ère de la rareté.
Donc, on dézoome un petit peu. Je vous ai raconté ma petite histoire. Si on dézoome, et on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer dans la grande histoire là en ce moment, hier, aujourd'hui, demain, pour les 20 ans ou les 40 ans qui viennent. Alors, bon, vous savez qu'on habite sur cette maison commune. On a tendance à l'oublier, c'est qu'on est tous sur le même bateau. Vous savez que la vie est multiforme et que les humains pèsent rien du tout en poids. C'est la masse des êtres vivants sur Terre en tonnes de carbone. Bah, c'est que dalle, on pèse rien. On est la petite tache rouge en bas. Les virus pèsent beaucoup plus que nous et les plantes pèsent encore beaucoup plus que nous. Mais notre influence sur l'ensemble des formes de vie est massive et on contribue à l'anthropocène, à l'extinction, à tout ce que vous connaissez désormais dans les grandes largeurs. Donc, on contribue nous-mêmes à notre propre suicide collectif en bousillant notre milieu de vie. Alors, bousille notre milieu de vie, c'est l'histoire des limites planétaires, je ne vais pas le refaire en détail. Vous avez ici des sources sur, oui, il y a le changement climatique, mais il y a aussi l'extinction de la biodiversité, les flux d'azote, les flux de phosphore, la pollution chimique et bien d'autres. Et du plastique jusque dans le phytoplancton. Ici, vous avez des microparticules de plastique dans les planctons. Donc, on en a mis partout. Est-ce que les dirigeants de ce monde, les grands dirigeants économiques et politiques, savent qu'on va au casse-pipe? Alors, qui pense qu'ils savent? Il y en a combien qui pensent qu'ils savent? Ça monte, ça monte. On est à 40 personnes. 50. Qui pense qu'ils ne savent pas trop? Pas beaucoup. Oui, j'ai que 15 mains. Bon, alors, pour se convaincre qu'ils le savent, chaque année, le World Economic Forum de Davos édite un rapport sur les risques globaux. Ici, vous avez un visuel avec le résultat de ce sondage. On pose la question aux dirigeants, selon vous, quels sont les gros risques qui vont arriver? Très probables et très gros impacts. Ils nous disent, parmi les risques qui sont dans le carré orange, les plus probables et les plus gros impacts, il y a plein de risques liés aux enjeux écologiques. Effondrement de la biodiversité, événements extrêmes et incapacité à limiter puis à s'adapter au changement climatique. Donc, ils savent, un, que c'est très probable, deux, que ça va avoir des impacts majeurs. Ils rajoutent à ces risques crise de l'eau, vagues migratoires, conflits, effondrement des infrastructures numériques. Ça a l'air sympa comme paysage. Et ils avaient aussi dans le coin en haut à gauche listé le cas pandémie comme peu probable mais très sévère et je pense qu'on est en plein dedans. Donc, ces rapports permettent de dire qu'ils savent et ils ne font rien ou pas grand-chose. Ou en tout cas rien de significatif pour infléchir la trajectoire assez vite. On pourrait se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Puisque rationnellement, ils le savent et qu'en plus, ça menace leur propre business, qu'ils soient dirigeants d'entreprise, DG d'entreprise ou actionnaires de ces mêmes boîtes. Pourquoi? Alors qu'ils savent, ils font rien. C'est la vraie question. C'est la vraie question, c'est qu'on est très, 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 très loin aujourd'hui d'une idée où on agit avec son cœur et pas seulement avec des informations factuelles. Alors, je vais faire à nouveau un petit sondage par rapport à tout ce que je viens de dire, qui est les enjeux écologiques. Ils savent, mais ils font rien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui disent « on s'en fout, en fait, moi, ça ne me suscite aucun sentiment ». Il y en a qui ressentent rien, là? Oui. Il y en a combien qui ressentent rien? 3 mains levées. Bon. 4. Après, qui est-ce que ça met en colère? On répond juste pour la colère, là. Qui est en colère? Une vingtaine de mains levées, là. 30. Qui est-ce qui est très déprimé? Oula, 50. Qui est-ce qui a la trouille pour l'avenir? 50, 60. Qui est-ce qui a le désir de changer le monde? 80. Ah, mais fantastique. Alors, vous êtes un groupe exceptionnel et je vous dis bravo parce que ce sondage, je le fais très souvent sur des tas de groupes de participants. En général, il y en a la moitié qui sont dans la peur et la déprime, donc des émotions qui sont légitimes, qui sont tout à fait légitimes, mais qui brident la créativité. Quand on a peur ou quand on est déprimé, ce qu'on appelle le néocortex, là, juste derrière le front, est incapable de se mettre en mode créatif. Il est paralysé par des signaux d'alerte dans le cerveau. Bon. Donc, il faut arriver à purger ces émotions négatives en se disant « c'est pas grave, de toute façon, je vais mettre une goutte d'eau dans la mer, peu importe, on va serrer les coudes, on va faire les trucs, ça va être la fête », pour pouvoir libérer le potentiel d'action qui peut être, selon les personnes, soit animé par la colère, c'est injuste, c'est pas bien, ça me met en colère, je veux agir, ou par le désir. Donc, en général, moi, ça me met en colère et c'est pour ça que je travaille sur ces questions d'intelligence du cœur et notamment auprès des populations de dirigeants parce que dans les populations de dirigeants, il y a une surreprésentation de ce qu'on appelle le défaut d'empathie. Quand je disais à des patrons du CAC 40 chez Carbone 4, il va y avoir 500 millions de morts à cause du changement climatique, aucun sentiment en face, on s'en fout. On s'en fout. Ça n'entraîne aucune réaction émotionnelle. Et donc, il faut le savoir. Ne perdez pas votre temps à essayer
d'activer le bouton sentiment chez des personnes qui n'en ont pas ou peu. Néanmoins, en entreprise, il y a plein de gens formidables. Comment on peut libérer la créativité ensemble pour forger des modèles un peu plus viables? Alors, c'est vers là qu'on va. Pour forger des modèles viables, il faut déjà comprendre comment fonctionne le système existant. Le système existant, il a quand même un gros problème. Ça, vous l'avez déjà vu probablement, c'est les courbes du rapport de Meadows. Est-ce que vous l'avez vu, celui-là? Ça vous dit à tous quelque chose. Donc, les travaux du Club de Rome expliquent bien que dans un système fini, une maison commune, quand il y a un stock de ressources non renouvelables, à un moment donné, si la population croît et le mode de vie croît, il y a un point de bascule. C'est assez logique. Il se trouve que vous et moi, on est en plein sur le plein de points de bascule en 2020. Et que donc, l'avenir va être extrêmement intéressant parce qu'on va être dans une phase d'ajustement à la baisse d'un certain nombre de facteurs, la population, la production, etc. En fait, certes, il y a toujours des contradicteurs, je vous ai mis des termes du débat ici, qui disent on va trouver des solutions, on va trouver d'autres ressources, la technologie va nous sauver. On peut s'enliser dans ces débats ou on peut prendre acte du fait qu'on a besoin d'inventer une économie compatible à l'ère de la rareté, et c'est de celle-là dont je vais vous parler. Pourquoi on en est là? C'est parce que dans la théorie économique et la pratique comptable, on a oublié le facteur ressources. Donc, on a appris à l'école que la production est fonction du capital et du travail, qu'il n'y a qu'à mettre des robots et des machines en plus et que c'est réglé. Mais on ne s'est pas posé la question de comment on fabrique les robots et comment on alimente en électricité l'usine. Donc, où est-ce qu'on trouve les matières premières et où est-ce qu'on trouve l'énergie? Rares sont les économistes physiciens qui travaillent là-dessus. Donc, je vous ai mis Gaël Giraud, je vous ai mis la chaire énergie et prospérité, parce qu'en fait, c'est un changement de paradigme complet qui n'est aujourd'hui absolument pas autorisé et encore moins dominant dans la profession des économistes. Et donc aujourd'hui, tous les débats politiques, les débats sur la fiscalité écologique sont appuyés sur des modèles économiques qui ne prennent pas en compte le facteur ressources et c'est bien de le savoir. De la même façon, quand vous parlez à des chefs d'entreprise, il va vous parler d'investissement au capital, il va vous parler de masse salariale, il ne va pas vous parler de sa dépendance au capital naturel. C'est encore et aujourd'hui un non-sujet, alors que ça devrait être le premier sujet stratégique. Alors, ce qui est capital, le bon sens voudrait que les organisations mettent en place une comptabilité en triple capital qui intègre le facteur ressources pour prendre soin du capital naturel. Ça me donne l'occasion de vous rappeler une définition de l'écologie. L'écologie, ce n'est pas l'amour des grenouilles. L'écologie, ce n'est pas Extinction Rebellion, on va faire un sitting sur le pont de Sully. L'écologie, c'est la science des conditions d'existence. Hein? Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que les humains et leurs activités économiques peuvent fonctionner sur une planète où il ne fait pas 60 degrés l'été. Bon, c'est ça la science des conditions d'existence et c'est trop peu considéré sous cet angle-là. Donc, un comptable très subversif s'appelle Jacques Richard. Si vous le connaissez déjà, vous savez déjà tout ça. Si vous ne le connaissez pas, regardez la vidéo de 2 heures du tribunal pour les générations futures. Pourquoi changer de comptabilité pour sauver le vivant? C'est un monument où vous comprendrez les termes du débat entre Jacques Richard, qui est un dangereux comptable subversif, et Patrick de Cambourg, qui est sur la photo avec sa robe, qui est le président de l'autorité des normes comptables, très conservateur. Et donc, vous comprendrez qu'y compris dans la profession comptable, il y a des très grosses inerties sur surtout ne rien changer ou ne pas changer trop vite alors que la maison brûle. Pourquoi la comptabilité? C'est qu'en tant que futur ingénieur dans n'importe quelle entreprise, tout passe par les chiffres, tout passe par le bilan et le compte de résultat de la boîte, voire uniquement par le résultat trimestriel ou par le cash flow de la boîte. Donc, si vous ne comprenez pas la comptabilité, vous ne comprendrez pas le système économique dans lequel vous vous trouvez. Alors, prendre soin comment? Prendre soin en se disant que les solutions technologiques, c'est bien, un meilleur usage de notre cerveau, c'est mieux. Je vous ai mis quelques références, il y en a pour tous les goûts et vous pourrez, si vous le souhaitez, les fouiller. Il y a un ouvrage passionnant de Sébastien Boller sur les neurosciences et le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète? Vous, moi, pourquoi on veut tout toujours plus vite, tout de suite et avec moins d'efforts? Bon, c'est un principe de survie qui nous a fait fabriquer un ascenseur plutôt que monter l'escalier. C'est du bon sens. Sauf que quand on a finalement trop pris dans le stock de ressources naturelles, il y a un phénomène d'ajustement. On ne peut plus se permettre finalement cette frénésie de consommation et cette abondance. Ce que dit aussi Jacques Fradin dans le petit dessin qui est là et dans la création du GIECO, vous connaissez tous le GIEC pour le climat, Jacques Fradin et d'autres créent le GIECO qui est un GIEC des comportements. C'est-à-dire le premier levier, c'est le travail sur la psychologie, la sociologie et les neurosciences parce que c'est là que réside la clé principale du changement. Un petit mot très rapide sur la gouvernance des communs naturels qui est pour certains une utopie. Comment on pourrait travailler ensemble à la gouvernance des communs? Quels sont les bons principes de gouvernance en commun et qu'est-ce qu'une entreprise peut faire là-dedans? Il y a plein de choses passionnantes à lire sur les travaux d'Elinor Ostrom. Pourquoi les systèmes sont verrouillés et qu'est-ce qu'on peut faire dans un système verrouillé? Si vous allez travailler dans une entreprise demain,
Si vous allez travailler dans une entreprise dont la mission est de maximiser le profit, point, vous allez vous épuiser à, de l'intérieur, essayer de faire bouger un système qui n'est pas fait pour ça. Allez donc travailler dans une entreprise for purpose et vous aurez peut-être une chance de trouver un meilleur alignement. Donc, les leviers les plus puissants de changement, c'est de réécrire ou de repenser la mission d'un système et ce n'est pas seulement des solutions techniques. Alors, je continue. Le quoi de cette économie? Vous ne savez probablement pas la définition de ce que c'est qu'une entreprise dans le Code civil. Donc, en 1804, une des premières versions donc, de cet article 1832 du Code civil, c'est quoi une entreprise? Une société de capitaux. Elle est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui affectent ensemble des biens en vue de partager les bénéfices qui en résultent. Point. Donc, une entreprise, on met un capital de départ à plusieurs et on en tire des bénéfices. Point. Il n'a jamais été dit que cette entreprise devait opérer dans les limites planétaires. Il n'a jamais été écrit nulle part dans le droit qu'elle devait préserver le capital naturel. Et pire encore, on a mis comme principe fondamental dans la sphère économique la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire qu'une personne qui veut créer une entreprise peut le faire. Vous, moi, n'importe qui d'autre qui a envie de créer une entreprise peut. Donc, on a ouvert grand les portes à une explosion d'entreprises qui n'opèrent pas dans les limites planétaires. Et donc, ce cadre de droit fait qu'aujourd'hui, l'économie se développe et continue à se développer de manière absolument fantastique sur 50 nouvelles technologies. Alors, c'est le cas de l'entreprise à mission. Quand on écrit dans la loi, article 1835 de la loi Pacte, l'entreprise à mission, ou la raison d'être, les deux d'ailleurs, je vous mets ce dessin humoristique. L'entreprise à mission, c'est rhabiller la même entreprise en autre chose. Et le débat entre le directeur financier et monsieur mission dans la boîte est toujours le même, qui est tant que ça n'a aucun impact sur les dividendes, on peut tout à fait se coller une mission. Ça ne veut toujours rien dire sur le fait que ces entreprises aient un impact écologique limité, réduit, voire même qu'elles aient un cœur de modèle qui essaye de régénérer le vivant. Je vous ai mis des clés de lecture sur le cadre du juridique et sur l'économie sociale, mais c'est extrêmement pauvre, ce qui fait que structurellement, notre économie continue à pédaler de manière libre dans le capitalisme extractif. Alors du coup, est-ce qu'il faut changer le pansement, se coller une nouvelle loi, entreprise à mission ou n'importe quoi d'aussi ridicule, ou est-ce qu'il faut créer des entreprises radicalement différentes? Est-ce que c'est le numérique qui va accélérer la transition? Est-ce qu'il faut faire muter les entreprises indépendantes? Est-ce qu'il y a des modèles pour régénérer le vivant? Je vais essayer d'éclairer ça avec 3-4 exemples rapides et on arrive presque au bout et puis on aura du temps pour les questions. Donc les quelques exemples rapides du comment. Quelles sont les entreprises qui semblent donner l'impression de faire quelque chose d'un peu plus écologique? Ça m'amène à vous donner quelques clés de lecture sur les entreprises que vous allez rencontrer, dans lesquelles vous allez bosser. Comment pouvez-vous arriver à savoir si c'est une entreprise qui a vraiment une mission, et une mission qui est compatible avec les limites planétaires, ou est-ce que c'est juste du greenwashing complètement bidon? Comment vous allez pouvoir distinguer les vessies, les lanternes, les choux et les carottes, et comment vous allez mieux pouvoir savoir pour qui travailler? Donc, je vous ai mis un peu ma recette. Je n'ai pas mis la recette. Où est-ce qu'elle est la recette? Pardon. Voilà. Je mets d'abord la recette magique. La recette magique, c'est que, bien évidemment, il ne faut pas que vous vous arrêtiez à ce qui est proclamé sur le site web de la boîte où vous voudriez aller bosser. Donc, la boîte, elle va vous dire, on a des valeurs, on a l'ISO 26000, on a une charte durable, on est Bicorp, on est je ne sais pas quoi. Elle va vous faire plein de danse du ventre pour vous dire qu'ils sont particulièrement écologiques et vertueux. Ça ne suffit pas du tout de regarder ça. Vous avez besoin d'aller regarder par qui l'entreprise a été fondée, quand, quelles étaient les personnalités, les motivations profondes des fondateurs, le pourquoi de départ de l'entreprise, sa forme juridique. Économie classique, économie sociale, capitalisme hybride, sa gouvernance, qui détient le capital et les droits de vote, où va le pognon quand il y en a, qui touche les dividendes et comment la valeur est partagée entre les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les salariés. Quel est le modèle d'affaires? Est-ce que ce sont des vautours? Quel est le modèle économique? Qui sont les fournisseurs? Est-ce qu'il est transparent sur les sujets qu'ils fassent? Et bien sûr, quel est le cœur de métier? Je le dis autrement, si vous allez bosser chez Total, vous allez bosser dans le pétrole, c'est à peu près clair. Voilà. Donc, regardez quand même quel est le cœur de métier de la boîte. Qu'est-ce qu'elle fabrique comme bien ou comme service? Qu'est-ce qu'elle met à disposition à la société? Alors, pour illustrer un peu tout ça, je vous ai mis 3 exemples de boîtes. On va aller assez vite. Vous aurez probablement le support de toute façon. Ceci est une entreprise de biscuits. Locke Maria Biscuits, c'est une entreprise familiale de biscuits dans laquelle il y a les Traumades et les Gavottes, des biscuits bretons, et le Moulin du Pivert, des biscuits bio notamment. J'aime beaucoup cette entreprise parce qu'elle n'est pas purement écologique. Elle est en transition vers un modèle plus écologique. Et toute son histoire est fantastique, c'est-à-dire qu'au départ, les Traumades en Bretagne, les biscuits étaient faits avec du beurre bio, puisqu'il n'y avait que de l'agriculture bio il y a plus de 50 ans. Il n'y avait pas d'agriculture chimique.
Traumat s'est mis à faire des traumades avec du beurre pas bio au fil du temps. Traumat s'est ensuite dit comment on peut faire pour remettre une gamme de biscuits bio dans les rayons. Et ben, c'est là que ça coince. Ça coince quand on dit on veut acheter du beurre au même prix. Pour acheter du beurre bio, ça ne va pas être au même prix. Il va falloir contractualiser avec les agriculteurs. Il va falloir recréer d'autres types de relations avec les fournisseurs. Il va falloir aller s'inspirer de ce que fait le Moulin du Pivert qui sait faire des contrats de long terme avec les fournisseurs. Il va falloir revoir le marketing de ces produits-là. Il va falloir prendre des risques et oser les mettre sur le marché et voir si ça marche. Donc ça, c'est tout ce que fait Aurélie Tacquart, qui est l'actuelle présidente donc, de cette entreprise, qui est de trouver un subtil équilibre entre la rentabilité financière de la boîte et un virage écologique pour refaire, entre guillemets, des biscuits bio. Après, on pourrait argumenter à dire les biscuits bio de supermarché, on n'en a carrément pas besoin. Si on veut manger une sucrerie, on se la fabrique et on se fabrique soi-même ses gâteaux et c'est un produit inutile pour demain. Donc, j'entends déjà peut-être vos objections qui est de dire, si on devait lister quelles sont les entreprises socles indispensables à l'humanité, est-ce qu'on met les biscuits dedans? Bon, je suis tentée de dire pour l'instant, pourquoi pas? C'est plutôt bon les biscuits, c'est plutôt sympa. Mais on pourrait se dire, on met juste les entreprises qui fabriquent les paquets de nouilles. Bon. Donc, ce débat sur l'utilité, c'est celui-là que je voulais introduire, qui est quelles sont les entreprises utiles au monde? Quelles sont les fonctions dont on a besoin? Alors, pour faire simple, on a besoin de se nourrir, de se loger, de se déplacer un peu et de se soigner, par exemple. Ça, c'est 4 fonctions dont on a du mal qu'on pourrait se penser. Et puis, il y a aussi des fonctions pour communiquer. Alors, donc, du coup, je vous montre une entreprise pour se loger. Pour se loger, on peut construire en béton, avec Bouygues, avec Lafarge et tous les autres, ou on peut essayer de construire en bois. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les gros acteurs de la construction bois où, en tant qu'ingénieur, éventuellement, vous auriez envie d'aller bosser? Eh bien, ce n'est pas du tout évident parce que la France est très en retard sur la construction écologique. Là où en Allemagne, en Suisse ou en Autriche, il y a des grandes avancées sur la construction en matériaux naturels d'une part et sur l'éco-construction, la démolition, la déconstruction fine, etc. En France, on est très en retard et je vous ai mis un cas ici qui est intéressant parce que, un, c'est une entreprise de construction bois ou assez largement de construction bois et deux, elle est dans un modèle de SCOP, de société coopérative, qui est un modèle en général peu connu quand on est étudiant. On n'a jamais entendu parler d'une SCOP. Donc la SCOP, c'est un des modèles juridiques de l'économie sociale, où les salariés de cette SCOP sont eux-mêmes coopérateurs, c'est-à-dire qu'ils ont une voix dans toutes les décisions stratégiques de l'entreprise. Bon, alors pour le chapitre se loger, c'est court. Je passe au chapitre suivant. Faire des recherches sur Internet et planter des arbres, je l'ai dit tout à l'heure, Ecosia est un exemple parmi d'autres, mais un exemple qui a aussi ses limites, qui est, est-ce qu'en surfant sur Internet, on passe par Google ou on passe par Ecosia? Et si on passe par Ecosia, tiens, ça plante des arbres et combien ça en plante? Alors, je vous ai mis leur rapport financier mensuel. Pour 1 500 000 de revenus mensuels d'Ecosia, il y a 500 000 euros de plantation d'arbres et 120 000 euros d'investissement vert en amont dans la filière forestière et dans l'agroécologie. C'est un modèle hybride que je trouve intéressant. À la fois juridiquement, c'est une société commerciale, c'est l'équivalent d'une SA en France, mais c'est aussi une B Corp et ils ont un actionnaire qui est Purpose Foundation qui s'assure que, quelles que soient les attentes de rentabilité des investisseurs, ils vont continuer à planter au moins un tiers d'arbres sur leurs revenus commerciaux. Donc, c'est un modèle imparfait de régénération du vivant. On pourrait en débattre là encore longtemps, mais c'est un modèle que je voulais vous montrer sur l'intersection possible entre le numérique et la transition écologique. Alors, pour finir, j'en arrive au bout. Après tout ce passage, on va dire, dans un parcours personnel avec des hauts et des bas, en tout cas du yo-yo émotionnel et puis des différentes réalités professionnelles, et puis après ces quelques clés de lecture, mon but, c'est de vous aider, si possible, à décrypter le système et de vous aider à vous poser les bonnes questions sur vos employeurs futurs pour vous éviter de prendre trop d'impasse. Alors, il n'y a jamais vraiment d'impasse, il y a toujours des expériences enrichissantes, mais je pense que vous avez, un, le cerveau bien fait et deux, de la belle énergie à mettre aux bons endroits. Donc, je vous ai remis là, science sans conscience n'est que ruine de lave. Et puis, je vous ai mis un autre principe de bon sens, c'est la procession est longue, ménage ton cierge. C'est un proverbe tibétain. Même si vous êtes plein d'enthousiasme maintenant, ménagez votre énergie face à un système qui est de toute façon bizarre et fragilisé. C'est-à-dire que la route ne va pas être linéaire, ça j'en suis bien convaincue. Par contre, prenez le temps de respiration et prenez le temps toujours de vous demander si vous êtes aligné profondément avec ce que vous êtes. Et si vous ne l'êtes pas, ma préconisation, c'est de voter urgemment avec vos pieds, aller ailleurs, faites autre chose avant d'arriver comme trop de monde que je vois plus tard en burn-out ou en explosion personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à voter avec vos pieds. J'espère que ce petit parcours vous a au moins diverti, un peu informé. Et donc, je suis ouverte à toute question. Merci Hélène pour toutes vos explications et tous vos conseils. On va pouvoir passer aux questions, continuer la discussion. Bastien, si tu veux bien poser ta question, je vais te donner la parole.
Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant et très dynamique et tonique pour le coup. Votre démarche dans la première partie et une partie de la résolution du dilemme d'engagement que vous nous exposez, ça fonctionne grâce au souci que votre entreprise, donc voilà, on a bien compris le sens, soutienne un intérêt général identifié, qui est quelque chose qui est très diffus dans votre présentation. Et ce souci d'intérêt général, d'intérêt particulier à aligner à un intérêt général, il n'est pas forcément partagé. C'est-à-dire que mon camarade de promo peut préférer travailler dans une entreprise à forte émission de GES, assurer une vie matérielle confortable, sans aller plus avant dans la réflexion. Oui. Et donc face à ça, que faire? Comment universaliser votre démarche? Et Camille avait rajouté un commentaire que je vais aussi transmettre. Elle explique qu'au-delà de la compréhension intellectuelle des phénomènes, comment agir pour l'acceptabilité des solutions de transition et l'intégration aux pratiques quotidiennes de chacun. Je vous remercie et merci pour tous vos éclairages. Merci. Alors, riche question. Je vais essayer de donner quelques clés de lecture. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une influence suffisante pour changer quelqu'un qui est complètement à l'autre bout de l'échiquier. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur David contre Goliath ou sur des forces installées ou sur certains profils particuliers. Je pense qu'on est ce qu'on est, c'est-à-dire que certaines personnes vont plutôt avoir envie de servir l'autre, mettre leurs compétences au service de l'intérêt général, à l'intersection avec leur intérêt particulier, et d'autres ne s'en préoccupent pas. C'est pour ça que je parlais, et je pèse mes mots, de faillite morale des élites. Je pense qu'on a forgé une partie, pour partie, des générations entières de dirigeants qui sont en pleine faillite morale. Donc, il y a plusieurs postures qu'on peut avoir. On peut dire, c'est révoltant, on va les dénoncer, on va les clouer au pilori, on va faire des articles dessus, on va, voilà, bon. Ou on peut se dire, on va les ringardiser, plus personne ne va aller bosser dans leur boîte, on va forger autre chose, on va rendre désirable autre chose. Alors moi, je suis plutôt du côté numéro 2, parce qu'en fait, aller accabler de reproches quelqu'un ne l'a jamais fait changer, ce n'est pas facteur de changement psychologique, donc c'est même plutôt contre-productif en général d'aller dénoncer ou titiller les personnes là où ça fait mal. Donc je pense qu'il est urgent de rendre désirable à travers une incarnation, c'est-à-dire une galerie de portraits, je vous ai montré certains dirigeants, j'en ai plein d'autres à vous montrer, en gros des exemples, non pas au sens des exemples à copier, mais juste des personnalités suffisamment inspirantes, suffisamment humaines, suffisamment belles et désirables pour qu'on ait envie de faire pareil. Donc, je pense que forger un nouvel imaginaire du leadership est plus puissant, même si ça pourrait paraître plus lent et plus flou au départ, mais beaucoup plus puissant que d'aller frontalement dénoncer ce qui ne marche pas dans le système. Dit autrement, vous connaissez sûrement un certain nombre de grosses ONG que j'appelle les contre-pouvoirs autorisés. J'en ai cité une tout à l'heure, mais on pourrait en citer plein d'autres. Elles ont un rôle de poil à gratter, mais aujourd'hui, le système est tellement concentré qu'elles ne peuvent pas exercer de réels contre-pouvoirs sur les décisions importantes. Donc, c'est un peu de la perte de temps d'aller faire ça, à mon sens. Moi, je vous encourage vraiment, en tout cas si c'est votre sensibilité, à plutôt forger finalement cette économie désirable qui fonctionne bien pour vous et qui fonctionne bien pour les autres. Je vais donner un exemple. Alexis Nollet, il est dirigeant d'une entreprise en Bourgogne. Il a fait une grande école de commerce. Il aurait pu aller s'en mettre par les poches dans n'importe quelle boîte. Il a choisi de cofonder cette entreprise qui s'appelle Ulteria. Ulteria, c'est à la fois une scierie bois qui fabrique des planches d'étagères pour les étagères dans les biocopes, c'est des systèmes vrac, c'est une ferme en agroécologie, c'est une école, donc il a créé un écosystème d'activité qui économiquement est prospère. Et il en tire un salaire tout à fait décent. Pas excessif, mais tout à fait décent. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces modèles-là sont possibles, ils existent, ils sont beaucoup moins médiatisés, et dans les salons, socialement, ça fait éventuellement moins bien. Mais en fait, tout dépend de quel est l'environnement relationnel dans lequel vous avez envie de travailler. Si vous êtes animé par un besoin intérieur de forte reconnaissance par l'argent, vous allez essayer d'aller chercher beaucoup d'argent. Si vous êtes animé par un besoin de sens, vous allez aller chercher du sens. Et tout ça dépend finalement de votre construction mentale et éducative. Alors, il y a l'éducation initiale qu'on a reçue dans sa famille, et puis il y a l'éducation qu'on se fait tout au fil de sa vie. Moi, je peux vous encourager uniquement à plus de sagesse pour vous-même. Je pense que le chemin de transition va se faire tout seul, pas assez vite malheureusement par rapport aux catastrophes écologiques qui sont devant nous. Mais ce chemin, il est déjà engagé et il y a plein de graines à faire pousser un peu partout. Voilà. Peut-être vous avez d'autres questions? On en a d'autres, effectivement. Je vais demander à Mathieu de poser sa question. Vas-y, tu peux parler.
Je crois que tu t'es trompé de Mathieu. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui. Non, mais je crois que tu t'es trompé de Mathieu, en fait. Ah. C'est bon, normalement. Merci pour votre intervention. En fait, c'est juste dans votre petite histoire, comme vous le présentez, vous semblez un petit peu associer la quête de sens et surtout la résolution avec l'agroécologie. Alors, on a vu plus tard que vous parliez aussi de retrouver du sens par l'intermédiaire, par exemple, d'entreprises qui se donnent une mission. Mais finalement, l'agroécologie et des entreprises à mission, est-ce que c'est pas un petit peu restrictif comme cadre de trouver un sens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines, typiquement dans la science, en fait, dans la science dure ou dans d'autres domaines, qui pourraient avoir du sens selon votre point de vue? Ah si, bien sûr, heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas d'univers, j'ai envie de dire, de possibilités. Pourquoi j'ai mentionné ces deux-là? Parce que si vous lisez un vieil article du blog de Jean-Marc Jancovici, qui est une analyse du rapport Meadows, Club de Rome, les limites physiques à la croissance, dans les différents scénarios de ce rapport, par rapport aux courbes un peu moches qu'on regardait tout à l'heure, où la population redescend et l'abondance matérielle redescend, il y a plusieurs facteurs d'ajustement possibles. Les grosses variables d'ajustement, c'est sortir aussi vite que possible des énergies fossiles, ça c'est un peu une banalité. La deuxième variable d'ajustement, c'est redévelopper une agriculture écologique avec moins d'énergie fossile, moins de chimie et qui régénère le vivant. C'est donc pour ça que je me suis concentrée surtout dans ce propos, mais même de manière générale, dans ce que je pense, sur… pour ceux que ça intéresserait, la transition agricole et alimentaire est un vrai bon sujet. Et qu'est-ce que peut faire un ingénieur des mines dedans? Je ne sais pas, mais j'en connais néanmoins qui ont fait des écoles qui ne sont pas agro, sont néanmoins acteurs sur ces sujets. Et si vous êtes plutôt du côté de l'économie productive, entre guillemets, de biens ou de ressources, d'aller vers des acteurs qui sont sur des cœurs de produits, des cœurs de métiers qui ont une utilité forte pour la population et qui sont capables d'opérer dans les limites planétaires, et il n'y en a pas beaucoup. Et ces acteurs, il n'y en a pas beaucoup, on les trouve surtout dans les univers d'entreprises à mission. Sur votre question sur la science et la recherche, bien entendu qu'il faut continuer la science et la recherche sur certains domaines, sur les systèmes complexes, sur l'écologie, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'écologie telle que je l'ai définie, la science des conditions d'existence, et la définition n'est pas de moi, d'ailleurs elle est d'un biologiste et chimiste allemand. Cette science des conditions d'existence en est à ses balbutiements. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, à l'Académie des sciences en France, il y a plein de physiciens, il y a plein de mathématiciens, il y a seulement 2 biologistes et il n'y a aucun écologue. Donc, dans l'univers des sciences aujourd'hui en France, les sciences du vivant au sens milieu vivant sont sous-représentées. Et je n'ose même pas parler des sciences de la connaissance du cerveau et des comportements que j'évoquais tout à l'heure avec le GIECO. Donc, dans la matière scientifique et dans la science dure ou molle, j'ai envie de dire, il y a bien entendu plein de superbes projets ou d'axes de recherche à développer. Donc, pour ceux qui ont une fibre scientifique, évidemment, je peux que les encourager aussi à poursuivre leur passion. Et je reviens à ça avec qui vous êtes, comment vous êtes constitué, où est-ce que vous pouvez vous les contribuer, ce qui vous fait vibrer. Si vous ne connaissez pas un outil assez précieux, je vous invite à regarder ce que c'est qu'un ikigai. Un ikigai, c'est un outil japonais qui permet de réfléchir à ses compétences, ce dont le monde a besoin, ce au quoi on peut être utile. C'est très pratique quand on réfléchit à ses horizons professionnels. Merci beaucoup pour votre réponse. Hélas, on est un peu pris par le temps, donc on va prendre une dernière question, si ça vous convient. Celle de Baptiste. Baptiste, tu as la parole, tu peux poser ta question. Oui, allô? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question qui entre bien, vous n'avez pas très bien répondu et qui entre bien avec votre parcours professionnel. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'entrer dans une entreprise écocide comme Total, vous avez cité Total, pour la changer de l'intérieur, entre guillemets, en ayant des convictions écologiques? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose de l'intérieur? Moi, je ne vous le recommande pas, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, être allé me taper des moulins à vent pendant des années, c'est ce que j'ai fait. Je reviens à ça. Leur cœur de métier, c'est les énergies fossiles. Les actifs clés de leur bilan sont des actifs pourris, toxiques. Les savoir-faire accumulés en recherche sont sur ces métiers de l'exploration et de la production pétrolière. Pourquoi aller bosser chez Total alors que vous pourriez bosser directement chez Aco Énergie, qui est un leader français indépendant des énergies renouvelables, dont le cœur de métier est les énergies renouvelables? Pourquoi essayer d'aller transformer un business du passé? C'est comme si vous me dites, vous allez bosser chez Kodak au moment où l'appareil photo numérique est arrivé.
Kodak est mort de sa belle mort. En fait, il était devenu impossible de changer Kodak de l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup trop d'habitudes acquises, d'investissements qui avaient été faits sur l'argentique et que Kodak n'a pas su permuter vers autre chose. Voilà, donc il y a plein de magnifiques acteurs dans les énergies renouvelables. Pourquoi aller chez Total? Pourquoi ne pas considérer qu'à un moment donné, certaines entreprises ont atteint finalement une obsolescence et qu'elles ont des belles raisons de mourir, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une époque du passé. À toutes les époques, il y a eu des entreprises qui ont disparu. Une des meilleures façons pour qu'elles disparaissent, c'est de ne pas aller bosser dedans. Ça fera moins de salariés dedans. Moi, mon expérience chez Shell, c'est que quelque part, je ne veux pas dire que j'ai été complice d'émissions de gaz à effet de serre, mais dans la pratique, si. C'est-à-dire mon métier d'optimisation des rendements sur les usines de bitume, c'était pour valoriser un sous-produit du raffinage pour le tartiner sur les routes. Et mon job était de conseiller les choix de pétrole brut les plus soufrés, les plus dégoûtants, produits dans des conditions infectes au large de l'Afrique, pour le mettre dans les colonnes de distillation de la raffinerie. Je regrette d'avoir fait ça. Donc, je vous le dis, moi, je regrette d'avoir fait ça, en fait. Donc, je pense qu'il faut mesurer ses forces, même si vous-même êtes animé de conviction, vous êtes un David en face de Goliath. Et ce Goliath est un géant qui a ses habitudes, qui a ses forces, ses habitudes installées, ses actionnaires, sa gouvernance. Et que tout petit de l'intérieur, même si vous êtes dit tout petit, vous ne pesez pas grand-chose par rapport à l'ensemble de l'organisation et son historique. C'est pour ça que je parlais de structure héritée. Et c'est son historique qui rend l'action difficile, voire vaine dans ce genre de structure. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène pour votre intervention et toutes les réponses aux questions. Je pense que ça a beaucoup intéressé, on a déjà eu beaucoup de retours positifs, donc merci à vous. Un grand merci et je le dis sans mensonge, si certains d'entre vous souhaitent échanger, je suis toujours disponible pour pouvoir échanger, partager des questionnements que vous avez. Je ne garantis jamais de réponse rapide, mais je finis toujours par répondre. Voilà. Donc, en tout cas, je reste à votre disposition et puis merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Merci. Si ça vous convient, il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas pu aborder, donc on pourra vous les transmettre éventuellement. Merci. Vraiment avec plaisir. Ce que je fais, c'est aussi un plaisir pour moi parce que j'aurais adoré être dans vos chaussures il y a 20 ans. J'aurais adoré que collectivement, les étudiants se prennent en main pour se poser 3 bonnes questions, quoi. Je pense que voilà, c'est vraiment chouette ce que vous faites et donc ça me donne envie de vous encourager. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci pour cette expérience. Et puis, du coup, vous avez mon PowerPoint, je crois, si besoin, si vous souhaitez en faire quelque chose. Donc, ça, vous l'avez. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer la liste des questions et je fais ce que je peux pour apporter quelques clés de réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis, voilà, bravo pour ces belles journées encore. Je regarde un peu ce qu'il y a dans le fil de discussion parce que du coup, je n'avais pas vu. Hein, voilà, mais... voilà. Du coup, on arrive maintenant à la fin du séminaire. Donc, on voulait remercier aussi l'assistance. On voulait tous vous remercier d'avoir participé aussi activement à ces 2 journées qui, on le sait, ont été chargées. On sait qu'il est tard et on vous remercie d'autant plus d'être toujours là et d'avoir écouté aussi attentivement et d'avoir participé aux ateliers. On espère que toutes ces interventions auront pu alimenter vos réflexions sur la transition écologique de façon générale et sur le rôle que chacun d'entre nous peut effectivement mener pour conduire tous ces changements. Comme on a pu le voir au cours de plusieurs conférences, la transition écologique requiert une vision d'ensemble, un recul, une approche systémique et dans le même temps une attention précise qu'il faut avoir aux enjeux locaux et à toutes les réponses qu'on peut apporter localement. Et ça nous montre, et je pense que je reprends un peu ce que disait M. Laflèche ce matin, mais à quel point il est important pour nous de rester aussi humble par rapport à tous les faits relatifs à cette transition. Et quand bien même aussi, connaître tous ces sujets de manière érudite est une chose nécessaire, mais les incarner et savoir les faire vivre, savoir les partager, ça demande des ressources encore différentes. Et pourtant, ça reste une condition nécessaire pour effectivement mener cette transition. Donc, c'est dans cet esprit qu'on souhaite faire de ce séminaire et du rendu des ateliers un outil de partage des connaissances et de vulgarisation scientifique. Donc, tous les rendus et tous les comptes rendus et les vidéos des conférences sont disponibles sur le site internet du séminaire. Donc, ce sera un outil de diffusion large, un véhicule de l'image de l'école et de ses élèves aussi. Et on vous remercie tous de participer à cette dynamique.
Et vu qu'il faut effectivement vraiment conclure maintenant, je voudrais encore une fois vous remercier au nom de toute l'équipe organisatrice. Merci. Merci. Merci Au revoir à beaucoup. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bravo encore.